Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui vous intéresse peut-être, qui est comment est-ce que je m'organise financièrement pour faire face à un projet bébé, que ce soit votre première ou votre deuxième ou votre troisième naissance. Et on va en parler à deux voix avec mon invité du jour, qui est Anna. Bonjour Ophélie. Mais avant de passer à cette interview et de vous apporter des réponses, je vous invite à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 secrets de ta liberté financière. Alors justement, Anna, comment est-ce que toi, tu as réagi quand tu as décidé justement d'avoir ton premier enfant par rapport à ces questions d'argent? Alors moi j'étais hyper stressée parce que, j'étais dans un mood, vraiment où je me disais: «Ça va être catastrophique» parce que là, aujourd'hui, mes revenus ne me permettent pas du tout d'accueillir encore un enfant et il y avait un contexte politique qui commençait à se corser de plus en plus et ça me faisait un petit peu flipper aussi ce côté-là où je me posais beaucoup de questions. Mais voilà, finalement, je suis passée à l'action et je me suis vraiment préparée en alors, bonne juriste que je suis, que j'étais, j'ai créé un méga tableau Excel avec toutes mes dépenses. Donc, en premier lieu, j'ai d'abord listé toutes mes dépenses, mais de façon annuelle. Parce que si tu le fais sur un mois, ça va pas forcément être représentatif. Il y a certaines dépenses qui sont très saisonnières. Et typiquement, bah, voilà, les impôts, les vacances, ça va pas être représentatif si tu fais cet exercice que sur un mois. Donc, c'est important de le faire vraiment sur un an pour avoir ton échelle de dépenses annuelle. Et après, voilà, tu peux diviser par 12 pour avoir à peu près une moyenne de tes dépenses. Donc, toutes les dépenses qui sont contraintes, le loyer, les taxes, voilà, les impôts, tu peux avoir la téléphonie, tes charges auto, tes assurances, voilà, tout ce qui est contraint. Donc, dépenses contraintes d'un côté. Après, il y a les loisirs de l'autre, donc les dépenses volontaires. Donc, les loisirs, ça peut être des études aussi, des formations que tu peux faire. Ça peut être les vacances. Donc, tout ça, ça te donne après une idée globale annuelle de tes dépenses. Et tu peux déjà te dire, voilà, ça c'est mon rythme de vie aujourd'hui. Tu peux décider aussi de faire de l'élagage à ce moment-là et te dire, OK, en fait, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Qu'est-ce que j'ai envie de continuer de faire ou de ne pas faire? Donc, ça peut être déjà une première étape pour anticiper. Et après, j'ai fait un deuxième tableau Excel, petite férue d'Excel, comme tu vois. Un deuxième tableau où j'ai listé toutes les dépenses que j'avais anticipées pour un enfant de 0 à 18 mois avec les différents postes. Donc, la poussette, donc bébé va dehors, voilà, bébé se promène, donc avec tout ce qu'il lui faut pour aller se promener, bébé mange tout ce qu'il lui faut, et ainsi de suite. Bébé dort, voilà. Donc là, franchement, je suis arrivée à une somme d'à peu près, je pense, 7 000 ou 8 000 € d'équipement en tout, en neuf. Et là, moi, c'est pas forcément ma philosophie d'acheter tout en neuf, donc j'ai beaucoup acheté d'occasion, mais c'est surtout que j'ai beaucoup emprunté qui m'a sauvé la vie. J'ai énormément emprunté et je pense que j'ai réduit mes dépenses à peu près 1 000 € pour mon premier enfant. Donc, c'est pas énorme, sachant qu'une poussette peut déjà être 1 000 € en termes de valeur. Donc, ça m'a permis vraiment de mettre un gros coup dans les dépenses à faire. Alors ça, c'est intéressant ce que tu as fait et tu as eu une très, très bonne pratique. La première des choses, c'est déjà faire l'état de lieu de comment ça fonctionne financièrement chez soi. Et comme tu le disais, c'est toujours en annuel et en lycée qu'il faut regarder les choses. Et c'est pas juste le mois dernier pour Oui. voir comment on a dépensé l'argent et pour remettre les choses à plat et notamment pour faire la chasse aux fuites. Et la deuxième chose, c'est de s'interroger et se poser les bonnes questions là-dessus. Alors, première bonne pratique que je voudrais vous partager, oui, c'est que un premier enfant, c'est bien sûr une nécessité de s'équiper, mais aujourd'hui, les sites et les occasions pour acheter justement d'occasion du matériel pour enfants pullulent un petit peu partout. C'est plus compliqué de trouver à la fois ce qu'il vous faut pour meubler sa chambre et le matériel dont vous avez besoin, dont vous allez vous servir très très peu. Alors moi aussi, je suis maman et j'ai acheté des trucs neufs pour ma fille parce que c'était le premier enfant. Si c'était à refaire demain, je ferais absolument pas ça. Comme tu disais, je rachèterais aux copines, je me ferais prêter ou j'irais chiner d'occasion ça parce qu'en fait, il y a des choses
chose qu'on n'utilise qu'entre 3 et 6 mois. De la même manière, les habits de bébé, en fait, on change tous les mois, les premiers mois. Et la question de savoir s'il faut acheter ça neuf, sincèrement, vu le peu de temps que ça sert, je regarderais ça aujourd'hui de manière complètement différente. Et ça vous fait passer le projet bébé de démarrage et son budget, on va dire, de 1 à 10 quasiment, si vous achetez tout neuf, ou si vous allez sur du système D, donc vous pouvez avoir des choses de marque et de très bonne qualité, puisqu'en fait, de toute façon, ça sert très peu, notamment aux personnes qui ont eu un enfant. Alors moi, je n'ai eu qu'un enfant, donc finalement, oui, je me suis rendu compte que j'avais acheté des choses neuves, et ça avait servi 1, 2, 3 mois, sachant qu'un bébé n'use rien. Les enfants, ils commencent à user des choses à partir du moment où ils marchent. Oui, c'est à peu près ça. On parlait justement de budget. L'autre chose, finalement, on a assez peu de dépenses sur un bébé au démarrage. Le gros de la dépense, c'est le système de garde et c'est la manière dont vous allez vous organiser, vous, le papa, par rapport à une diminution éventuelle d'activité et la manière dont vous allez faire garder votre enfant. Et ça, la manière dont on s'organise, c'est véritablement à discuter au sein du couple. Et là, il faut faire plein de simulations pour se rendre compte de quelle va être la réelle perte de revenus que je vais avoir et est-ce que je vais vraiment perdre en pouvoir d'achat au sein de mon couple si je lève le pied professionnellement pendant un certain temps, parce que parfois, les dépenses de garde vont être supérieures quelque part à ce que vous gagnez financièrement et vous auriez intérêt à lever le pied. Donc, c'est véritablement quelque chose qui est à regarder au cas par cas. Sachant que le système de garde, c'est très différent d'un secteur géographique à l'autre, puisque bien sûr, si vous êtes sur Paris ou Annecy, par exemple, avec une assistante maternelle, vous n'aurez pas la même masse financière à dédier à la garde de vos enfants que si vous habitez en zone rurale et que vous le mettez sur un système collectif. Oui, tout à fait. Et puis même dans les systèmes collectifs, ça peut aller vraiment du tout au tout parce que typiquement à Strasbourg centre, quand j'y habitais, j'avais à peu près pour 650 € de crèche mensuelle, donc crèche collective municipale, hein, normale. Et quand j'ai déménagé un petit peu plus en campagne, donc à 30 km de Strasbourg, c'est pas non plus le fond de l'Auvergne, hein. Et là, j'en étais à 400 € à peu près mensuel. Donc ça peut varier quand même beaucoup malgré une distance qui est quand même relativement rapprochée. Et parfois, vous pouvez avoir peur justement de perdre du revenu, mais finalement vous rendre compte qu'en levant le pied, en gardant votre enfant, en revoyant vos modalités horaires avec votre employeur si vous êtes salarié, et finalement entre le fait que vous n'ayez pas de dépenses de garde à faire et le fait que vous diminuiez vos déplacements et un certain nombre de dépenses qu'on a quand on travaille, au bout du compte, c'est peut-être plus intéressant de prendre du temps pour vous et pour votre enfant pendant cette période-là. Exactement. Et moi, de mon côté, j'avais fait le choix de m'arrêter pendant 1 an après chaque naissance. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais planifié, que je souhaitais faire. J'avais vraiment envie de vivre toutes les premières fois de mon enfant, de m'y adonner à 100%. Et c'est pour ça aussi que ce premier tableau que j'ai fait avec ma liste de dépenses annuelles lycée m'a vraiment beaucoup aidé pour me projeter et me dire voilà, de combien d'argent en fait j'aurais besoin concrètement pour juste payer tout ce que je dois payer. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé et c'est utile même si aujourd'hui vous pensez pas prendre un congé parental typiquement parce que finalement une fois que bébé arrive vous pouvez changer d'avis et là vous vous retrouvez un petit peu au dépourvu. Donc le mieux c'est d'anticiper et de vous faire vraiment une petite cagnotte de sécurité pour tous les imprévus parce qu'il y a aussi des frais qui sont cachés. Par exemple, bébé a plein de problèmes divers et variés qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale si vous allez voir des spécialistes et surtout dans ce qui est médecine alternative. Alors on se tourne beaucoup vers ça généralement quand bébé arrive. C'est fréquent de repenser son mode de fonctionnement, son rapport à la nature, son rapport à tous ces perturbateurs endocriniens qu'on entend de plus en plus parler. Donc on se tourne beaucoup vers ça. Et puis surtout quand on a épuisé vraiment toutes les voies traditionnelles, à la fin vous tournerez quand même vers des médecines alternatives. Donc ça peut être de l'ostéopathie, ça peut être de la kinésiologie, de la microkinésio. Voilà. Et tout ça, ça ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, c'est vraiment important, dès la grossesse, de prendre une bonne mutuelle qui vous couvrira pour tous les frais. Parce que même pendant la grossesse, ça peut déjà commencer avec plein de frais, plein de visites médicales. Donc, autant être bien couvert dès le départ.
Oui, alors ça fait partie des conseils aussi que je vous donnerais. C'est ça, c'est de regarder tout ça et de gonfler votre mutuelle à ce moment-là. Tu le disais, oui, l'ostéopathie, l'énergétique, enfin un certain nombre de choses dont vous aurez besoin à ce moment-là. La même chose, enfin, vos dépenses véritablement liées à la maternité seront prises en charge en très grande partie par la CPM. Mais après, par exemple, le fait que votre conjoint puisse dormir sur place, ainsi de suite, vous avez des forfaits qui ne seront pris en charge que par votre mutuelle. Donc prenez le temps de regarder tout ça, de le mettre à plat pour le gonfler pendant cette période où vous en aurez plus besoin. Et ça s'anticipe en effet comme tu le disais. La même chose, les mamans, pendant cette période, on a besoin de renouveler notre garde-robe. Donc là aussi, vous pouvez acheter d'occasion, mais c'est une réalité, puisque même si, tel que vous nous voyez avec Anna, vous nous voyez toutes fines, mais à cette période-là, dites-vous bien que nous ne faisions pas la même taille et que nous avons été obligés de nous acheter d'autres habits. Donc il y a aussi un budget qui est dédié à vous et votre bien-être, parce que vous risquez de vous retrouver un petit peu fatigué aussi après cette maternité. C'est aussi une des réalités de la vie des mamans. C'est exactement ça. Je pense que tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose de crucial, c'est ne pas s'oublier parce que c'est un des travers de la maternité. Et c'est justement ce à quoi j'accompagne moi les mamans au travers de mon site Origami Mama. Du coup, on a parlé du système de garde. Moi, il y a un petit conseil un peu sympa que j'aimerais bien vous donner, c'est canaliser les désirs de cadeaux de votre famille, de vos amis au moment de la naissance. Ça, dernièrement, j'ai accompagné des personnes et on a eu des réflexions là-dessus en amont de la naissance de leur enfant. Ils étaient bien contents au bout du compte de l'avoir fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert un compte dédié pour leur petite fille, en l'occurrence, qui est née. Et ils ont dit à leur famille, à leurs amis, ils ont fait une baby shower justement pour fêter la naissance de l'enfant, plutôt que d'acheter 500 robes roses et autres matériels qui ne servent à rien. Ils ont ouvert un compte qui est dédié au bébé et justement aussi à l'investissement sur l'avenir de cet enfant pour que les personnes qui le souhaitaient, plutôt que d'acheter un cadeau, donnent une somme qui est dédiée à cet enfant. Ça, c'est des pratiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Et certaines personnes, des fois, sont gênées de le faire. Or, par exemple, moi, je sais que pour la naissance de mes amis, je préfère faire un cadeau qui sert à quelque chose que d'acheter un xème doudou ou objet qui ne sert à rien. Et ça vous permet de financer à la fois un système d'investissement, ça on en parlera, qui vous permettra de construire l'avenir de votre enfant, mais également d'équiper la chambre, de vous équiper en matériel. C'est ça, en fait, si vous avez déjà des besoins particuliers que vous avez identifiés dans ce second tableur Excel avec la liste des objets qu'il vous faut pour bébé, là, vous pouvez déjà voir s'il y a des choses qu'il vous faut encore malgré les emprunts, malgré les achats d'occasion. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Ça peut être complètement faisable de les mettre dans une liste de naissance. Et si les personnes insistent typiquement pour vous donner quelque chose comme de l'argent, autant l'investir. Alors, soit sur des supports de placement financier comme toi tu le conseilles, Ophélie. Moi, j'ai investi personnellement dans de l'or physique. Et là, depuis la naissance d'Emma, ma deuxième, qui a 3 ans, ça a pris 40%. Donc, je pense que c'est quand même un bon investissement, sachant que je ne fais absolument rien et c'est de l'argent dont je n'avais pas besoin au départ. Oui, alors ça, on en parlera. Je vous donnerai quelques conseils. Il y a des choses où vous le faites à la naissance et après, vous ne faites plus rien. Et votre enfant et vous serez bien contents de l'avoir un certain nombre d'années plus tard. Et finalement, il y a plein de choses pas compliquées qu'on peut mettre en place. Mais ça, ce n'est pas des conseils qu'on vous donnera à la maternité. Autre chose, si vous êtes entrepreneur, prenez véritablement le temps de réfléchir à la manière dont vous vous organisez. Si vous êtes en auto-entreprise, vous allez être relativement mal couverte, notamment si vous avez un petit chiffre d'affaires, si vous êtes face à un congé maternité. Donc, vous n'aurez pas rien, mais vous aurez peu, très clairement. Donc, faites bien la simulation de ce que seront vos indemnités journalières et puis votre montant forfaitaire, puisque si vous venez juste de démarrer votre activité, ne croyez pas que vous serez sous le même régime que les salariés. Ça vaut le coup véritablement d'en prendre conscience avant. Et bien qu'en entrepreneur, plutôt de se monter en société et notamment d'avoir un statut de salarié et d'être payé par sa boîte. C'est ce qui se passe notamment à SAS, ce qui vous permet d'avoir des droits et un niveau de couverture qui est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, j'aurais tendance à vous conseiller, prenez le temps d'avoir un business qui tourne et de l'organiser correctement
pour pouvoir vivre votre congé maternité et ou parental dans de bonnes conditions. Et ça, j'en vois peu qui ont été sensibilisés sur cette question, notamment en auto-entreprise. Vous cotisez peu, mais vous êtes relativement mal couverte. Et là, la même chose, il y a des systèmes de prévoyance qui vous permettent d'être encore mieux couverte quand vous êtes entrepreneur. Donc, renseignez-vous pour ne pas avoir de mauvaises surprises à ce moment-là, parce que la même chose, quand on est entrepreneur, c'est nous qui faisons rentrer notre chiffre. Donc, il ne faut pas faire des hypothèses trop optimistes pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises et de pouvoir reprendre votre activité dans de bonnes conditions suite à la naissance de votre enfant. Et puis on en parlait, oui, l'argent ça s'organise pour l'avenir. Et oui, il y a des petits actes d'investissement très faciles à mettre en place pour notamment financer l'avenir de votre enfant. Donc ce système d'enveloppe ou de compte que vous pourriez créer à la naissance, c'est très facile à mettre en place. Avant justement d'organiser cette interview, là je faisais une petite simulation et j'expliquais à Anna la chose suivante. Voilà, je regarde mes notes en même temps. Si vous aviez investi 3 400 € sur ce qu'on appelle le MSCI World, qui est un panier des 1600 plus grosses boîtes sur cette terre, eh bien, à 20 ans, on va dire, au moment où votre enfant en aurait éventuellement besoin pour ses études, eh bien, il aurait 22 900 € alors que vous n'avez rien fait d'autre que de placer, d'investir cet argent à ce moment-là sans y toucher, sans en remettre. Si vous aviez investi cette somme plutôt sur ce qu'on appelle le S&P 500, qui est un placement qui, dans les dernières années, a rapporté environ 15%, c'est quelque chose de très simple à faire, eh bien, les montants n'auraient pas été les mêmes et du coup, votre enfant se serait retrouvé, on va dire, à la quarantaine avec 900 000 €. Donc voilà, il y a des choses à faire très rapidement, qui sont des petits montants que vous mettez dans un coin, parce que finalement, 3 400 €, ce n'est pas si énorme que ça. C'est une somme, certes, mais ce n'est pas une somme absolument délirante. Et si vous la gelez sur des comptes d'investissement, vous construisez la liberté financière de votre enfant. Je vous dis, notamment avec du S&P 500, à 40 ans, votre enfant peut devenir rentier et libre financièrement. Donc oui, il y a plein de petites choses très simples à faire. Toi, tu évoquais des placements en or, vous pouvez placer de l'argent et à commencer à investir dans l'immobilier. Voilà. Par contre, ce n'est pas en plaçant l'argent sur le livret A que votre enfant aura ce type de rendement et de rentabilité. Donc ça s'apprend. Et puis ça, c'est un conseil aussi que j'aimerais vous donner, c'est que nous, les mamans, s'il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut transmettre à notre enfant, c'est la manière de bien gérer les choses, de gagner de l'argent et puis d'apprendre à l'investir pour s'offrir une plus grande liberté de choix. Et je pense que c'est ça que nous souhaitons également à nos enfants. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment c'est crucial ce que tu dis. C'est pas en plaçant notre argent sur un livret A et encore moins aujourd'hui. Et puis parlez au sein de votre couple. Donc ça, c'est très important aussi au moment de la naissance d'un enfant, d'en parler avec votre conjoint, de la manière dont vous organisez les choses, notamment si vous êtes organisé à 50-50, parce qu'il y en a un qui risque d'avoir un revenu un peu moindre pendant qu'il s'occupe des enfants. Et le temps qu'on investit dans son couple et à élever nos enfants, eh bien, c'est quelque part de temps qu'on investit sur le projet de couple et ça se doit d'être valorisé correctement. Et là, de revoir votre système de gestion pour que celui qui gagne plus en assume un petit peu plus des charges courantes et valoriser le fait que le temps passé par le papa ou la maman à s'occuper des enfants, c'est aussi du temps de travail, un investissement au service de ce projet qu'est le couple. Et d'ailleurs, j'ai rédigé récemment un article qui était intitulé Le salaire d'une maman, si elle était payée, ce serait 156 000 €. Donc, c'est à prendre en considération. Avec toutes les casquettes qu'elle a, on serait quand même bien riche aujourd'hui. Et ça, véritablement, si vous voulez avoir un couple dans lequel la question de la répartition des tâches ménagères et familiales est harmonieux et transparent, je vous invite à faire ce travail de noter combien de temps chacun met sur les tâches ménagères. Et c'est à partir de ça que vous appliquerez le prorata de la contribution financière de chacun dans le couple. Et là, on voit les choses de manière complètement différente. Exactement. Et je voulais rebondir encore sur une chose quand tu disais par rapport aux auto-entrepreneurs notamment, ça vaut vraiment le coup de consulter un avocat spécialisé pour étudier vraiment toute la question parce que souvent on se concentre sur l'aspect vraiment fiscal de nos impôts sur les sociétés, l'impôt ou sur les revenus selon qu'on va payer, mais finalement la question sociale, elle est cruciale et vraiment importante quand on décide de devenir parent. Donc ça vaut vraiment le coup de voir quel statut
est le plus adapté pour soi en fonction de son foyer, en fonction de son régime matrimonial. C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Oui, puis souvent dans les pépinières d'entreprise ou les espaces entreprendre, il y a même des consultations gratuites. D'ailleurs, vous trouvez pas mal d'informations. Il y a même des cabinets comptables qui le font, qui vous proposent une consultation gratuite avant de vous prendre comme client. Et oui, l'auto-entreprise, c'est pour démarrer léger et tester son activité, mais après, souvent, ça ne l'est plus. Vous êtes mal couverte. Après, bah, vous êtes imposé sur le revenu. Et puis, le risque sur votre famille est en illimité puisque bah, vous engagez la responsabilité du foyer fiscal sur votre activité entrepreneuriale. Donc, ce n'est pas le bon choix durablement. C'était un statut temporaire généralement. Oui, exactement. Et je voulais aussi rebondir sur autre chose que tu avais mentionné, c'était par rapport à ce placement de départ, le petit package à mettre sur un support d'investissement. Comment est-ce qu'on améliore ses recettes quand on arrête son activité professionnelle pour un moment? Ça, c'est une question qu'il faut aussi creuser. Alors déjà, peut-être commencer par le plus simple, les subventions de la CAF, ça peut être une prime de naissance selon les revenus, ça peut être toutes ces allocations qu'on perçoit aussi mensuellement de la CAF. Ça, c'est pas de l'argent que vous aviez au départ, que vous recevez par la suite. Ça peut être investi de manière continue. Il y a la question aussi des revenus passifs. Donc, si vous investissez sur des supports d'investissement, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Ophélie, selon le support, ça peut créer des dividendes. Donc, voilà, c'est une source de revenus qui peut toujours mettre un petit peu de beurre dans les épinards pendant cette période où vous recevez généralement moins de salaire. Et après, il y a tous les investissements immobiliers qui permettent notamment d'avoir des revenus passifs. Ou aussi monter une activité connectée qui permette de travailler un petit peu moins pendant cette période d'activité réduite, mais d'avoir quand même un système d'activité qui est compatible avec le fait d'avoir un enfant en bossant 2 heures par jour, par exemple, et pas plus. Oui, il y a même des missions d'intérim qui proposent ça, des activités de traduction, des activités que vous pouvez faire en distanciel finalement de chez vous. Vous vous occupez de votre bébé la majeure partie du temps, vous réservez 2-3 heures dans la journée à faire ça. C'est tout à fait faisable. Et toujours constituer son épargne de précaution parce qu'il y a plein de choses auxquelles vous n'aurez pas pensé qui vont subvenir pendant cette période. Et on vous le dit toujours, oui, l'épargne de précaution et l'épargne de projet, c'est indispensable pour être zen. Oui, tout à fait. Moi, je conseille vraiment d'avoir au moins 3 à 6 mois d'épargne de précaution. Je pense que c'est une bonne chose. Ça peut laisser une zone tampon si on a envie finalement de prolonger un petit peu son congé parental. Ça peut faire face à des dépenses qui n'étaient pas prévues au départ. Typiquement, vous allaitez, vous avez envie de continuer d'allaiter une fois que vous reprendrez le travail, avec quelque chose qui est un petit peu plus portatif que ce qui est remboursé par la sécurité sociale. Dans ce cas-là, il faudra obligatoirement acheter un tire-lait. Ça peut être 250 €. Donc voilà, autant se constituer une petite épargne au préalable pour pallier des imprévus, quoi. Je te remercie Anna parce que je pense que du coup on aura répondu à pas mal de questions. Après pour les simulations, on vous laisse faire votre tableur Excel. La même chose, vous retrouverez sur le site notamment de la CAF énormément de choses pour vous aider à simuler les questions d'aide et ainsi de suite, parce que c'est lié à la situation individuelle de chacune et à ses plafonds de revenus et à sa zone. Donc on ne vous donne pas les montants ici parce que ça n'aurait pas de sens et qu'en plus ça varie en fonction des évolutions politiques assez régulièrement. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement Anna pour aider les mamans à préserver leur énergie et avancer dans leur épanouissement? On peut me retrouver sur mon site internet www.origami-mama.fr. Et je vous invite à nous mettre un pouce, à nous laisser des commentaires si vous aviez des questions, on y répondra, et à remplir le petit sondage que vous trouverez dans la description de cette interview pour me faire part des prochains sujets que vous aimeriez qu'on évoque ensemble. Et je vous dis à très bientôt et merci Anna. Merci Ophélie, à bientôt.